Interview à News Sécurité. Je suis avec Éric Pouillat, député de Gironde, 6e circonscription Mérignac, député Renaissance, expert dans la sécurité, rapporteur budgétaire pour l'administration pénitentiaire. Merci d'être avec nous. La loi LOPMI vient de passer avec un vote assez généreux, on va dire. Quelle est votre analyse? Ça y est, la France se dote des moyens qu'il fallait? Oui, tout à fait. L'idée c'était une loi d'orientation et de programmation. Donc l'idée, c'était de donner une ligne en matière d'usage de nos forces et de notre côté, des moyens. Donc dans les moyens, c'est 15 milliards d'euros supplémentaires qui sont accordés d'ici la fin du quinquennat et 8500 emplois, ce qui veut dire que nous allons aujourd'hui avoir une ligne claire pour envisager vraiment une mise en œuvre d'une sécurité à la fois plus proche, mieux doté et pouvoir lutter contre les nouvelles menaces comme la cybersécurité et la cybermalveillance. Donc ça, ce sont les moyens, mais est-ce que la réponse pénale aussi va monter d'un cran? Alors oui, sur pas mal de... Alors c'est déjà quelque chose qui est en cours, on va dire. Beaucoup de réponses pénales sont durcies, souvent dans les textes de loi sécurité depuis plusieurs années maintenant. Mais là, nous continuons à le durcir, mais nous allégeons aussi les procédures pénales, notamment en développant le système de l'amende forfaitaire délictuelle, qui permet d'avoir une réponse systématique et immédiate. Mais ça sera suivi vraiment, vous pensez qu'on pourrait retrouver ceux qui font des infractions? Oui, parce qu'on développe aussi les moyens d'enquête, voilà. Nous dotons la police notamment d'assistants d'enquête pour qu'on puisse se retrouver plus facilement et que les procédures soient parce que les procédures pénales aujourd'hui sont des procédures exigeantes pour les officiers de police judiciaire et donc nous leur donnons des moyens pour pouvoir mener à bien leurs enquêtes. C'est ça. C'est sur une longue période, c'est sur 5 ans. Tout à fait. Donc suffisant, vous pensez que c'est suffisant ou est-ce qu'il en faut toujours plus, malheureusement, compte tenu de l'insécurité? Alors, il en faut toujours plus, c'est vrai, mais il faut voir aussi d'où on part. Déjà, nous avons sur le quinquennat précédent remis 10 000 policiers dans les effectifs. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de mettre ce qu'on appelle le bleu dans la rue, d'avoir des policiers dans la rue, qui soient sur le terrain, de proximité. Donc, c'est aussi 200 nouvelles brigades de gendarmerie, etc. C'est vraiment tout un ensemble de moyens qui fait que nous allons avoir une police plus efficace, plus proche et plus adaptée aux menaces actuelles. Ce seront vraiment des effectifs en plus dans la rue, ils seront visibles, oui. Renforcés aussi par la sécurité privée? Alors la sécurité privée, c'est quelque chose qui est important et qui nous tient à cœur. Nous avons dans la loi sécurité globale justement un petit peu donné des moyens pour... j'ai envie de dire que le secteur soit plus sain, parce que nous avions quelques sujets en matière de carte professionnelle, en matière d'accès à l'emploi, etc. Donc nous avons donné des moyens. En sorte, nous avons diminué la sous-traitance aussi, par exemple. De faire en sorte que il y ait vraiment aujourd'hui des sociétés de sécurité privée qui soient professionnelles, sûres et sur lesquelles nous pouvons compter. Donc ça veut dire que le continuum de la sécurité est impliqué désormais, ou plus en tout cas. Oui, enfin en tout cas, alors la LOPMI, c'est vraiment le ministère de l'Intérieur, donc c'est vraiment les moyens État. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de nos politiques, et peut-être nous en parlerons plus tard, notamment pour un gros moment qui arrive, celle des JO, nous avons besoin de compter sur l'ensemble de la chaîne de sécurité, notamment la sécurité privée. Pour en revenir donc à cette loi qui a été votée à l'Assemblée, c'est un vote massif qui s'explique comment? C'est que tout le monde est conscient qu'il fallait vraiment y aller. Oui, je pense que c'est cela, c'est-à-dire que la conscience, la prise de conscience collective que aujourd'hui la question de sécurité n'appartient pas à quelques-uns, mais doit être partagée et surtout que pour ça on a besoin de moyens. On peut pas être juste dans une espèce de vision angélique de la situation. Je pense que ça, aujourd'hui cette prise de conscience est assez large et moi je me félicite vraiment qu'on puisse avoir un vote assez unanime, à part bien sûr une frange de l'hémicycle qui... LFI notamment. Voilà, qui elle veut désarmer la police et voilà. Le Rassemblement national vous a suivi. C'est la preuve qu'il peut y avoir une majorité sur les sujets phares, les sujets clés. Oui, en vérité, depuis le début du quinquennat, et là, tous les textes sont à peu près votés. Nous trouvons des majorités sur tous les textes, excepté la question budgétaire, qui est un sujet bien évidemment très sensible.
et sur lequel voilà, le 49.3, l'outil constitutionnel dont le gouvernement peut disposer, a été utilisé. Mais sur l'ensemble des autres textes, nous avons toujours trouvé des majorités sans problème. Alors, on va rentrer dans le détail. Les moyens mis à disposition. Vous êtes, vous, à Mérignac, vous avez été confronté au feu de forêt de l'été dernier, qui a été dramatique. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que là, vous avez l'impression qu'enfin, on va disposer de moyens suffisants si ça se reproduisait malheureusement? En vérité, nous disposons déjà de moyens très importants. Par exemple, je pense notamment à la flotte aérienne. Nous avons la plus grande flotte aérienne d'Europe. Donc, en vérité, nous disposons déjà de moyens importants, mais nous avons aujourd'hui une menace, notamment en matière d'incendie, qui n'est plus la même. Voilà, un risque. À cause de la sécheresse. À cause de la sécheresse, à cause de aussi que contrairement à ce que nous pensons, nous sommes un pays qui s'est bien reboisé, qui a une forte présence de la forêt. Donc le risque a accru, et avec une densification des zones urbaines, et donc finalement aussi une question de désappropriation du risque naturel. Les gens sont un petit peu moins attention. Il faut savoir que dans les feux de forêt, 9 fois sur 10, c'est dû à l'action humaine. Donc ça veut dire que si déjà on faisait un peu plus attention, on pourrait limiter les feux. Tout n'est pas lié forcément à la sécheresse. La sécheresse renforce le fait que là où on mettait une cigarette et ça prenait pas, aujourd'hui ça prend. Voilà. Mais avec les moyens, vous pensez qu'il faudra quand même plus de moyens, de mobiliser plus vite peut-être les troupes sur le terrain? Voilà, oui, je pense qu'il faut, c'est la volonté du gouvernement de réinvestir dans certains domaines, notamment par exemple la question des Canadair. On allait un petit peu arrêter l'achat aujourd'hui, les investissements. Aujourd'hui, on réinvesti. On avait mobilisé des moyens étrangers, les Espagnols, si je ne me trompe, tout à fait. À votre aide. Tout à fait. Même si nous avons la plus grande flotte, il a fallu lutter sur plusieurs feux en même temps, des feux importants. Et là, c'est vrai que nos moyens n'y suffisaient pas. C'est l'idée aussi d'une mutualisation des moyens. On remet 250 millions d'investissements sur les Canadair, mais on essaye d'avoir aussi des commandes à l'échelle européenne. Voilà, de manière à ce qu'on puisse le doter. Un avion, moi je suis dans le sud-ouest, les avions ils viennent du sud-est, ils mettent 1h30 pour venir, donc ils peuvent mettre 1h30 pour aller en Italie ou 2 heures pour aller en Espagne. On peut tout ça, on est sur des rayons d'action assez importants et des capacités d'intervention assez rapides finalement, même si 2 heures pour un feu c'est long. C'est bien. Et les pompiers volontaires aussi, qui eux sont indépendants, il faut le préciser, et qui vont voir leurs revenus augmenter, et puis surtout plus nombreux. Il y a des recrutements. Voilà, nous avons accompagné depuis la loi Matras déjà sur le quinquennat précédent le statut des volontaires. Je fais un petit clin d'œil aussi, que j'oublie pas, les bénévoles des DFCI, qui sont des gens qui sont très importants dans la lutte contre le feu, surtout chez nous dans le sud-ouest. Et puis il est vrai, voilà, la mobilisation des réserves. Moi, sur le feu de l'Andiras, qui était un feu très important chez nous dans le sud-ouest, vous savez, les gens qui intervenaient sur le feu, il y avait aussi bien des pompiers, de la sécurité civile, des réservistes de la police, de la gendarmerie. On trouvait aussi des entrepreneurs du BTP qui étaient venus aider pour faire des creusets. La DFCI, voilà, l'ONF qui a eu un rôle très important aussi. Donc on a une vraie mobilisation de tous les acteurs publics. L'autre sujet clé, vous qui êtes expert de la sécurité, Éric Pouillat, c'est la question des stupéfiants. Et là, c'est vraiment une question qui inquiète tout le monde parce qu'il y a une montée en puissance du trafic. Comment justement lutter contre ce fléau et quelle répression faut-il? En fait, nous avons déjà eu une première réponse sur le quinquennat précédent là aussi, en créant l'OFAST, un office anti-stupéfiant, un office international qui lutte en fait contre le trafic international. Le problème que nous avons, c'est que jusqu'à maintenant, la répression du trafic de stupéfiants, c'est beaucoup exercée sur la consommation et les points de deal, comme on dit. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi lutter contre les grandes filières d'approvisionnement. Et donc c'est ce que nous avons fait avec l'OFAST. Et sur la consommation en elle-même, moi j'ai développé ce qu'on a appelé une amende forfaitaire délictuelle stupéfiant. Vous étiez plutôt pour la dépénalisation, c'est ça à un moment, Vous oui. avez laissé quand même une porte ouverte, quoi, disons. Disons que l'idée c'était de retrouver une réponse systématique sur la consommation, mais en sachant que la consommation, elle est aussi, le problème du stupéfiant, c'est un système économique. Voilà, il y a une offre et une demande. Voilà, et donc il faut s'attaquer aux deux. Et dans certains quartiers, le trafic de stupéfiants est une économie à proprement parler. Oui, c'est parce que la demande augmente que l'offre suit. Donc on peut attaquer la demande, on peut s'apprendre à la consommation, mais il faut vraiment s'attaquer aussi aux filières d'approvisionnement. Et puis surtout, ce qui est important à mesurer, c'est que le trafic de stupéfiants vient
perturber l'équilibre, le contrat social dans certains quartiers. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus et on trouve un job en fait dans ces voilà. filières. Et c'est même une perspective de carrière pour la jeunesse, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument rompre, qu'il faut absolument les faire gamins qui font cesser. le chouf, ce qu'on appelle, c'est Exactement. À 14 ans, on fait le chouf pour 100 euros par jour. 100 euros par jour à 14 ans, c'est ça, voilà. ils ont le travail, quoi. Même des adultes en rêvent. Mais quand vous parlez d'amende forfaitaire, c'est-à-dire pour la drogue, C'est-à-dire que sur la consommation, alors là, on est sur la consommation, moins sur le trafic, sur la lutte contre le trafic, mais c'était jusqu'à maintenant, la consommation n'était quasiment pas réprimée, ce qu'on appelle un rappel à la loi, donc on a enlevé aujourd'hui de la réponse pénale qui n'existe plus, mais en fait, il y avait une forme de dépénalisation de fait, quoi. Et c'est vrai que je voulais rétablir, c'est à l'interdit social, jusqu'à ce que la législation change, c'est interdit de consommer des stupéfiants, donc je voulais rétablir un interdit social, et donc avec l'amende forfaitaire délictuelle, c'est-à-dire que si on est pris en train de consommer du cannabis, par exemple, mais aussi toutes sortes de drogues, on a une amende immédiate de 200 euros, voilà, et qu'on paye. Et ça a éteint la poursuite. On va pas en garde à vue. C'est ton projet. On va pas. C'est voté depuis 2018. Est-ce que ça sera suivi des faits parce que on a mis les amendes ne sont pas payées. Bon, on en a mis 200 000 depuis septembre 2020 parce qu'il y a eu une phase d'expérimentation. Payé à presque 50%, ce qui est un très bon taux puisque sur le recouvrement des amendes, alors immédiatement, et après il y a des poursuites pour le reste, mais c'est un très bon taux puisque nous avons, c'est à peu près la moyenne, voire même la moyenne supérieure de recouvrement des amendes. Donc, non, c'est plutôt payé parce que pour que l'amende forfaitaire soit délivrée, il faut que la personne reconnaisse les faits. Et donc, quand elle reconnaît, généralement, elle est plus enclin à payer. Et à ce moment-là, en plus, elle est inscrite sur le fichier. Donc, on sait qu'elle est consommatrice. Là, elle est fichée, effectivement, sur ce qu'on appelle le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Donc effectivement, elle apparaît comme ayant une infraction. Donc ça, c'est en bonne voie, même si on est confronté à un problème sans solution, parce que ça, tant que la production existera, c'est qu'il y aura une consommation. Voilà, vous avez raison. La question de la consommation n'est pas la vraie question, en fait, en vérité. La vraie question, c'est de lutter contre le trafic. Alors, nous avons aussi mis en place moncommissariat.fr, qui est un site internet sur lequel on peut aussi signaler un trafic de stupéfiants, etc. Vous êtes confronté à cela sur la 6e circonscription, Bordeaux, Mérignac, avec justement les portes vers l'océan, l'aéroport? Oui, voilà, on a forcément un trafic de stupéfiants ou des trafics de stupéfiants, j'ai envie de dire un peu classiques, de point de deal. Voilà. C'est une porte d'entrée aussi. Voilà, et puis nous avons aussi, voilà, effectivement, nous sommes confrontés à une remontée d'Espagne, voilà, qui vient du Maroc. Voilà, nous sommes une filière qui vient du Maroc. Et aussi, aujourd'hui, passe à la plateforme surinamo-guyanaise, qui est aussi un endroit sur lequel il y a beaucoup de drogues qui rentrent, mais qui n'est pas forcément du cannabis, qui est là plus de la cocaïne et des drogues plus dures. Et le cannabis remonte, lui, via l'Espagne du Maroc. Vous voyez que la loi LOPMI prend quand même en compte cet aspect? Alors la LOPMI n'est pas vraiment la LOPMI, les éléments de renforcement des outils de police sont plutôt les moyens d'enquête et les moyens cyber. Voilà. On en parlera du cyber dans un instant. Mais ça va aider forcément. Si on renforce les moyens d'enquête, on renforce les moyens de lutte contre le trafic. Parlons aussi des centres de rétention. C'est un sujet clé puisque c'est lié aux migrants. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une volonté? Vous avez d'ailleurs un projet sur Mérignac? Tout à fait. Voilà, nous avons un projet qui a un peu bougé de ville. Voilà, c'est les CRA, les centres de rétention administrative. Alors, ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'un centre de rétention n'est pas une prison. C'est un endroit où on est retenu. À l'intérieur, on peut bouger, on est libre de ses mouvements, etc. On n'est pas en cellule, mais on est effectivement retenu dans un lieu fermé. On peut pas en sortir quand même. Non, on peut pas en sortir. Voilà. Mais le temps d'être expulsé de notre pays, c'est que c'est des gens qui sont frappés, ce qu'on appelle de QTF, l'obligation de quitter le territoire français, et qui fait que pour éviter qu'ils disparaissent, on les retient le temps de les expulser, et le temps surtout on reçoive ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires, c'est-à-dire le fait que le pays d'origine le délivre un laissez-passer parce qu'il faut que le pays d'origine accepte de le reprendre. D'accord. Voilà. Ces centres de rétention, il y en a combien en France aujourd'hui? Alors combien il y en a en France, je ne sais plus exactement, mais en tout cas nous en construisons beaucoup de nouveaux parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas assez et nous en faut plus, surtout plus dimensionnés. Nous allons mettre
un modèle de CRA qui va être à peu près à plus de 150 places, Oui, c'est ça. alors qu'aujourd'hui on a des CRA à 20, Ouais, 30, 40 places. Et celui de Mérignac, donc, sera un modèle, en fin de compte. Ça Tout à sera un fait. peu une vitrine, si je puis dire, hein, pour Oui, permettre la construction d'autres centres de ce type. voilà, ben, il y en a déjà qui sont prévus. Voilà, on est vraiment sur aujourd'hui une volonté de répondre à ce besoin qu'on entend, de dire qu'il faut, il faut des reconduites et il C'est faut ça. que les gens qui sont illégalement sur notre sol Ouais. puissent être. Mais vous, en tant que député, vous êtes battu pour avoir ce centre. Moi, en tant que Parce que député, souvent, il y a des élus autour. C'est vrai que les populations, souvent, apprécient peu ce type de démarche. oui, il est vrai. Moi, je suis favorable à la construction des CRA. Enfin, voilà, je pense qu'il les faut et il faut trouver des points d'équilibre. Moi, sur le lieu précisément, là où ça va être à Mérignac, je pense qu'il y a un petit sujet juridico-environnemental, voilà, qui fait que je suis pas sûr que ce soit le lieu le plus pertinent. Mais sinon, dans l'absolu, oui, je suis favorable à ce qu'il y ait des CRA qui se construisent et surtout considérer que encore une fois, ce ne sont pas des prisons. Il n'y a absolument pas disons, les dommages collatéraux qu'il peut y avoir dans Ce un sont des centre. sans-papiers, de toute façon, qui attendent la régularisation ou retour au pays. C'est des gens qui sont entrés illégalement sur notre C'est ça. sol, voilà, et qui ont été. Il y a eu des procédures ou des demandes d'asile qui ont été déboutés de demandes d'asile. Et on leur a demandé de quitter notre pays et ils ne l'ont pas fait. Voilà. Renaissance, donc votre parti est prêt vraiment à mettre la pression avec Gérald Darmanin sur ce OQTF. On en parle d'ailleurs Oui. souvent. Hein. Oui, tout à fait. Là, c'est parti pour être efficace, quoi, si je puis Oui, dire. bah, c'est-à-dire qu'effectivement, On le sera vraiment. sur les OQTF, vous savez, juste pour l'anecdote, mais on a à peu près, on dit qu'on a un très faible taux de Pour l'instant, OQTF exécuté, mais il y a plusieurs éléments qu'il faut qu'on fasse évoluer, d'ailleurs qu'on fera dans la loi Asile et Immigration, qui arrivera au printemps. C'est que par exemple, quand on demande à quelqu'un de quitter notre sol, ben, ceux qui le font, ben, on ne le sait pas. Qu'ils le font tout seuls. Ils n'arrivent pas en disant à l'aéroport, il n'y a pas de contrôle. je m'en vais. Voilà. On connaît les OQTF réalisées, celles qu'on réalise nous-mêmes, celles que l'administration réalise elle-même. Mais tous ceux qui partent de leur plein gré, on ne sait pas. Et puis tous ceux aussi, surtout, qui vont dans le pays d'à côté, c'est pareil, quand ils franchissent une frontière, on est dans l'espace Schengen. S'ils vont en Belgique ou en Espagne, ben on ne sait pas qu'ils ont quitté le terrain. Malgré tout, le solde reste positif. Il y a plus d'entrants que de sortants. Hein. Quant aux mineurs isolés, Oui. ça fait partie aussi de vos priorités. Oui. Alors, les mineurs isolés, nous sommes très concernés à Bordeaux, par exemple, puisque nous sommes sur la route de la remontée Méditerranée, Espagne, et Bordeaux, et après ça remonte vers l'Angleterre. Donc nous avons un vrai sujet avec ça. Aujourd'hui, en France, il y a vraiment... c'est un vrai sujet parce que c'est devenu une façon de générer de l'immigration dans notre pays. On envoie des mineurs, enfin, ou supposés mineurs, parce que là aussi, il faut quand même vérifier qu'ils soient mineurs, ils ne le sont pas tous. Et c'est une immigration qui devient une forme d'immigration économique aussi, hein, voilà, puisque ça vient de mais pays... quelle est la réponse, justement, de votre formation? Alors, quand ils sont vraiment mineurs, encore une fois, il faut déjà accompagner quand même les départements, parce qu'ils sont pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'est l'aide sociale à l'enfance qui fonctionne, hein, puisque les mineurs peuvent pas être placés en rétention s'il n'y a pas les parents, ils sont isolés. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont envoyés de façon isolée souvent dans les filières. Mais quand même, ce sont des trafics d'êtres humains. Hein. On a des filières organisées derrière, et il faut faire très attention. Des fois, l'humanisme qu'on peut avoir, ou l'élan d'humanisme qu'on peut avoir, c'est l'entretien aussi de filières de trafic d'êtres humains. Donc c'est aider les départements dans la prise en charge, et pour ça on a développé un financement exceptionnel de 3 millions d'euros, mais c'est aussi reconduire les faux mineurs, et c'est là qu'on revient sur le contrôle des mineurs, et il y en a des débats là-dessus, parce que certains s'opposent à ce qu'on puisse contrôler vraiment, et puis voilà, et le retour à la frontière, parce que le mineur qui est bloqué, le mineur qui n'a pas de papier et qui est bloqué, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il squatte, il se mêle à la délinquance locale, et c'est là qu'on voit développer cette délinquance low cost, un petit peu d'arrachage de colliers, de vol de téléphone, etc. L'agression aux personnes, qui est extrêmement traumatisant aussi pour la population. Et il n'y a pas assez de place dans les prisons, bien sûr. Et on peut pas les mettre en prison d'ailleurs. Certains, bon après quand ils deviennent adultes, oui, voilà, ils sont, mais même les mineurs, peuvent être emprisonnés. D'ailleurs, nous avons des mineurs détenus, mais le problème qu'il y a, c'est que tant qu'ils n'ont pas été arrêtés, ils sont
juste des... Oui, mais on dit que très souvent la police les arrête, mais les relâche, parce qu'ils sont mineurs de toute façon et qu'ils n'ont pas tellement de moyens de pression. Bah, Sauf si le délit, bien sûr, est important, mais pour des petits vols à l'arraché, on parle quand même de passivité des forces de l'ordre, enfin, qui sont pas souvent soutenues. En plus. les forces de l'ordre, je suis pas, je serais pas assez catégorique parce que j'aurais quand même, ils font quand même, enfin, j'ai toujours, c'est-à-dire qu'ils font un métier difficile. Parce que Non, mais c'est vraiment, certain. la société est complexe. C'est les et- premières victimes, elles ne peuvent pas agir, c'est ça Oui, qu'il faut dire. Hein. mais c'est surtout que Elles c'est sont derrière pas c'est soutenues. les procédures judiciaires souvent qui sont, voilà, qui sont effectivement assez, c'est assez réduite parce qu'on est sur de la délinquance, de la petite On le voit délinquance. bien à Paris, hein, autour de la Tour Eiffel, ce qui se passe. Alors, effectivement, donc, le problème vient aussi du nombre de places dans les prisons. Donc, vous avez été, vous, rapporteur budgétaire un peu de l'administration pénitentiaire. Donc, vous travaillez sur les prisons de demain, le nombre de places. Et là, vous avez le rapport 2023 hein, Oui. qui est terminé. Oui. Ça y est, vous l'avez remis, ça y est. Tout à fait, oui, j'ai remis Combien devant- de places de prison devant la à commission. venir Alors, l'objectif que nous tenons et que nous allons tenir véritablement, c'est d'avoir 15 000 places à la fin du quinquennat supplémentaire. Nous avons déjà, sur le quinquennat précédent et le début de cette année, réalisé 7 000 places et 8 000 sont déjà programmées, soit en construction. J'étais à Troyes il n'y a pas longtemps avec le maire de Troyes pour visiter ça et le ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti pour visiter la prison, le chantier. Et voilà, donc les 8000 places sont soit en cours de réalisation, soit d'ailleurs Gradignan, la prison à Bordeaux aussi est en cours nous avons une prison, mais nous en construisons une nouvelle à côté. Parce que c'est le problème de construire une prison, c'est vous pouvez pas relâcher les gens puis leur dire revenez dans 6 mois quand la prison sera finie. Donc il faut développer les deux programmes en même temps, mais voilà, c'est pas facile de construire des prisons, mais nous y arrivons. Oui, il y a et, des oppositions locales. voilà, souvent, tout le monde veut qu'on mette les gens en prison, mais personne ne veut la prison à côté de chez soi. C'est toujours le sujet. Mais il est vrai que bon, on arrive là à trouver des points, nous donnons des moyens, les crédits alloués augmentent. Nous avons une hausse du budget de la justice récurrente depuis plusieurs années. Et sur la prison, sur l'administration pénitentiaire, là, c'est 7,5% de crédit. 800 emplois supplémentaires, voilà. Donc Et ça, c'est le ministère de la Justice. Tout à fait. C'est pas dans la LOPMI, Tout à fait. bien préciser. Tout à fait. Si on parlait de la cybercriminalité, Oui. parce que c'est vrai que ça aussi c'est un autre aspect qui d'ailleurs entre dans la loi du ministère de l'Intérieur, hein, qui est la loi de programmation, beaucoup plus de moyens pour lutter sur la délinquance online, sur Internet. Tout à fait. C'est la priorité aussi, hein, on l'oublie, mais c'est un fléau économique. Tout à fait. C'est d'abord effectivement ce qui nous a interpellés. C'est vrai que c'est peut-être cyber-malveillance, cybercriminalité, puisqu'on peut ou même des fois sur des aspects très simples, la fraude au CPF, comme on a dit, voilà, c'est des choses. On voit aujourd'hui, c'est un. Oui, même gouvernement.fr sur le Trésor public. Voilà. Et aujourd'hui, on va jusqu'à l'attaque sur le Parlement européen là d'hier. Ou les hôpitaux, on l'a voilà. vu avec Corbeil. Pour les hôpitaux, voilà. Donc nous avons donné des moyens supplémentaires là-dessus. Donc dès février 2021, c'est un plan d'1 milliard d'euros dans France 2030 qui sera donné pour... Alors 2023, vous voulez dire? Oui, ça, 2023, pardon. Non, sera... depuis 2021, on développe un plan de plus d'1 milliard d'euros. C'était dans le cadre du programme France 2030, voilà. Vous savez, qui touche aussi à la réindustrialisation du pays, à la modernisation de nos services. Et donc, nous voulons vraiment doter ces moyens. Donc, à plusieurs niveaux, pour les particuliers, par exemple, c'est ce qu'on appelait un filtre anti-arnaque, c'est-à-dire essayer de mettre en place des moyens pour qu'on puisse éviter l'arnaque. Très en amont. Voilà, très en amont, voilà. Une première version sera prête normalement à l'été 2023 et on veut aussi la développer, la renforcer, notamment dans le cadre des JO 2024. On pense notamment aussi à toute l'économie qu'il y aura autour du sport et des places, etc. La vente de faux billets, voilà, notamment. exactement. Voilà, tout ça. Pour les entreprises, rappeler qu'il y a le site cybermalveillance.gouv.fr quand même qui marche assez bien, plus de 176 000 demandes. Ça fait près de... Et là, vous vous appuyez sur le privé aussi, hein, oui. parce que ici, avec A-News, on parle beaucoup de ce continuum de la sécurité. Tout à fait. C'est l'un des secteurs où on a besoin de s'appuyer sur les forces privées et les entreprises de sécurité privée. Oui, il peut y avoir une réponse privée, bien évidemment. C'est-à-dire que je pense que sur la question de la cyber
il faut aussi qu'il y ait que les entreprises s'arment, voilà, se dotent des outils. La réponse ne peut pas être uniquement publique, hein, voilà, mais elles le font. Hein. Mais c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une sécurité cyber extrêmement développée. Avec de la formation, hein, on l'a entendu ici sur Agora News, hein, très souvent on en parle, il y a énormément d'entreprises qui font de la formation en amont Voilà. pour éviter les pièges. Exactement, parce que c'est souvent voilà, du phishing, etc. Enfin, c'est souvent plein de méthodes utilisées pour... nous avons, c'est pour ça que dans la loi LOPMI, nous avons aussi obligé les moyens, disons, de renforcer les obligations d'instruction judiciaire. Par exemple, nous avons obligé pour que les banques, par exemple, remboursent les malveillances, disons, les dommages occasionnés. Aujourd'hui, les banques, vous avez, c'est dans l'assurance, le contrat de banque, vous êtes fait avoir de 500 €, la banque vous rembourse. Il n'y a pas de plainte de déposer. Donc, il n'y a jamais d'instruction et la personne continue en fait à arnaquer sur les réseaux. Donc, nous avons dans la loi LOPMI obligé que tout remboursement, par exemple, d'un dommage soit obligatoirement accompagné d'un dépôt de plainte. Sinon, il ne peut pas y avoir de remboursement. Ce qui fait que du coup, les services de police enquêteront et lanceront des instructions et éviteront que d'autres... risque d'être débordés d'ailleurs. Nous renforçons les moyens de police là-dessus. Il y aura des policiers spécialement dédiés, qu'on appelle les cyberpatrouilleurs, voilà, qui seront spécifiquement dédiés à la lutte contre la cybercriminalité. Il nous reste quelques minutes. Oui. On vous écoute, c'est passionnant. Il y a tellement de sujets hein, quand on parle de sécurité. Oui. Les Jeux Olympiques 2024, la Coupe du Monde 2023. Là, il faut s'y préparer. Donc la loi justement de programmation du ministère de l'Intérieur a prévu donc un renforcement des moyens parce que là vraiment on est un peu devant un mur. Hein. Les choix n'ont pas encore été complètement arrêtés. On a besoin de recruter 20 000 agents, dit-on. Oui, alors il y a 30 000 policiers qui seront mobilisés sur les JO, policiers et gendarmes. Donc c'est quand même un déploiement de force impressionnant. Alors les gendarmes et les policiers ne pourront pas tout faire eux-mêmes, mais c'est là qu'on aura besoin effectivement, par exemple, de la sécurité privée. Nous avons un besoin en sécurité privée de 25 000, 25 000 personnes. À 20 000, voilà, donc, encore... donc ça veut dire que c'est un besoin assez et majeur. 1 an et demi, on n'en est pas là et la formation s'impose. Oui, alors c'est pour ça que dans la loi sécurité globale, on avait quand même un peu anticipé le sujet en faisant en sorte que, voilà, comme je disais tout à l'heure, en faisant en sorte, en aidant encore à professionnaliser plus le secteur, en diminuant les sous-traitants, etc., avoir des interlocuteurs plus fiables encore en matière de sécurité privée, on permettait d'avoir déjà des sociétés et des agents sur lesquels on peut vraiment compter. Donc le recrutement, oui, il faut qu'il persiste, mais nous avons déjà mis en place des choses dans la stratégie. Par exemple, nous allons mettre fin aux zones de compétences PN, police et gendarmerie. Donc tout le monde pourra travailler ensemble au même endroit. On va employer les élèves de gendarmerie et les réservistes de la police et de la gendarmerie. Ils n'auront pas trop de vacances, pas de congés à ce moment-là, etc. Là, tout le monde sera mobilisé. Donc l'État va mettre tous les moyens. Mais voilà, maintenant, il faut effectivement qu'on rajoute cette sécurité privée qui va venir. Mais vous, en tant que député Renaissance, donc, vous mettez aussi la pression sur le ministère de l'Intérieur, l'Assemblée, vous en parlez, vous dites allez-y, il faut quand même accélérer les choses. Ouais. Parce qu'on a quand même l'impression souvent que beaucoup se plaignent aujourd'hui d'un retard dans les décisions. C'est un enjeu pour tout le monde en fait. En vrai, si les JO se passent mal en France, c'est tout le pays qui aura une image dégradée. On l'a vu sur le Stade de France. Ouais. On a vu que quand ça résonne même internationalement. Donc oui, bien sûr que je pense que tout le monde est conscient qu'il faut absolument réussir ces JO en matière de sécurité. Et puis sur l'organisation de la séance d'ouverture, parce que vous allez avoir du monde sur les bords de Seine. Et à gérer, c'est pas simple. Est-ce qu'il faut des drones? Bon, j'ai vu que la reconnaissance faciale avait été interdite, donc on ne pourra pas reconnaître les éléments troublants. Enfin, nous y sommes favorables. La reconnaissance, oui, mais malheureusement, la CNIL a dit non. Voilà. On pense que c'est toujours pareil en matière de sécurité. Si je peux me permettre un point un peu plus politique, mais au sens noble du terme. Mais en matière de sécurité, je pense que on restreint toujours les politiques de sécurité sous principe que on dit oui, mais si c'était mis dans des mauvaises mains, etc. Bon, j'ai envie de dire, l'histoire nous a prouvé que quand
un régime autoritaire arrive au pouvoir, il se fichait bien pas mal des lois existantes, et souvent il créait les siennes ou il abolissait les précédentes. Il faut éviter ça, en fait. Voilà, donc en fait c'est un mauvais argument. Je pense que on peut faire confiance quand même à notre administration, à notre police. Nous sommes en République, la police est républicaine, la gendarmerie est républicaine aussi, et si on pas parce qu'on donne des moyens à la police et à la gendarmerie, on va basculer dans un Donc état. vous étiez pour la solution Moi, je suis pour les drones, je suis pour les caméras embarquées, je suis favorable à tous ces outils. Bien sûr, à partir du moment où ils respectent les libertés publiques. Et aujourd'hui, il y a tous les moyens techniques pour cela. On peut flouter les gens, Donc là, vous dites attention, on vous alerte, on risque de déraper si on n'a pas tous ces moyens. Je pense que c'est dommage, on se prive de moyens pour lutter efficacement. Alors, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il va se passer quelque chose. Hein. Je ne souhaite pas qu'il se passe quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, des fois, on a une sorte de frilosité, et même d'un point de vue, voilà, on a des acteurs comme la CNIL, etc., qui limitent un petit peu trop. On passe trop de temps sur la question de la conservation des données, etc. Aujourd'hui, tout ça est bordé, on a l'habitude sur de l'image. Donc, je pense qu'il faut qu'on comprennent qu'aujourd'hui la menace est réelle. Nous avons des menaces terroristes, nous avons des menaces aussi bien endogènes qu'extérieures, et qu'il faut être à la hauteur en termes de réponse de sécurité. Donc il nous reste 1 an et demi pour nous préparer à cela. Éric Pouillat, formidable, merci. Vous, l'expert de la sécurité, on a brossé les grands sujets. Oui. Merci d'être venu commenter cette loi LOPMI qui est fondamentale pour la sécurité de la France. On a bien compris qu'on était sur la bonne voie pour un renforcement de la sécurité. Merci, restez avec nous. C'était donc la grande interview à News Sécurité.